l'une des dernières images vivantes, permet de comprendre les vrais ressorts de la course, l'intelligence de la Formule 1. Au fond, c'était un mythe, hein. C'est pour nous tous, je crois, Senna. Après coup, pendant 8 jours, on n'a pas, enfin, moi je le reconnais, pendant 8 jours, j'ai pas beaucoup pu réfléchir. Hein. J'étais vraiment un peu sous le choc. C'est absurde à dire, ça fait un peu bête, mais c'est la vérité. Je crois qu'au fond de nous-mêmes, on croyait que Senna était immortel. Que les accidents, c'était pour les autres. Que lui, il avait quelque chose d'un peu surnaturel. Dans nos têtes, dans notre subconscience, on ne le raisonnait pas comme ça. Je pense que très, très enfoui dans notre subconscient, il y avait que c'était pas possible qu'il lui arrive quelque chose. D'où le blanc qui nous a tous un peu envahis après l'accident. Le pilote, véritablement, à travers ces accidents, devient une espèce de héros, un surhomme, intouchable, immortel. Tant mieux, c'était formidable. Et nous vivions dans une espèce d'inconscience que finalement, ce sont des hommes, et qu'eux aussi n'échappent pas à la mort. Et là, ce rappel à l'ordre, mais de façon précipitée et très brutale, parce que c'est coup sur coup de mort, quand même, dans un même week-end, c'était le week-end de l'horreur. Dans la course et la médiatique mondiale, Ayrton Senna formait un couple infernal avec Alain Prost. Prost qui parle de mythologie pour lui comme pour Senna. Lui, il était encore plus que moi, parce que lui, il incarnait vraiment cette notion de risque, de prise de risque volontaire, qu'il aimait bien développer lui-même. En plus, bon, avec ce côté Dieu. Et moi, j'étais plus le pragmatique, à côté le scientifique, l'ordinateur, enfin j'exagère, une fois qu'il a eu son accident. Je crois qu'il y a eu un truc incroyable qui s'est passé là, j'ai vu dans le sondage du Journal du Dimanche, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ils font le sondage des 50 personnalités de chaque mois. Et après l'accident, enfin un mois, même pas un mois après l'accident, je suis passé de la 26e place, je crois, à la 5e place. Sans raison. Et ça, je crois que les gens ont fait une sorte de transfert par rapport à l'histoire. La Formule 1, c'est une sorte de goût commun pour le risque, du pilote au patron, en passant par l'ingénieur. La prise de risque physique, financière ou mathématique, le tout baignant dans l'aléatoire, cet aléatoire qu'est le championnat du monde de F1, avec pour lot commun une angoisse plus ou moins lancinante. Les gens me disent, vous faites de la Formule 1 comme vous faites de la publicité, je dis pas du tout. La publicité, c'est un des très gros budgets de la direction commerciale, où on fait très très bien une très bonne publicité et c'est très bon, où on fait, ça arrive parfois, une publicité moyenne ou médiocre et c'est moyen, et c'est jamais mauvais. La F1, vous pouvez dépenser beaucoup d'argent, et si vous n'êtes pas dans le peloton de tête, non seulement vous n'êtes pas moyen, mais vous êtes mauvais. Donc vous dépensez de l'argent pour une image négative de l'entreprise. Un moteur est un château de cartes, d'un équilibre extrêmement difficile à faire fonctionner pendant les 2 heures d'une course, et chaque élément prend une importance capitale à ce moment-là. Moi, je vis une souffrance pour les moteurs. Et en fait, l'angoisse de la course, pour moi, c'est que le moteur n'entrave pas le résultat qui a été patiemment et difficilement acquis par le pilote. C'est vous le moteur? Bien sûr, à ce moment-là, oui. L'ingénieur vit son angoisse, le patron aussi, dans une passivité inquiète que seul efface la fin de la course. Ce qui est le pire, c'est de sentir qu'au fond, on n'a plus aucune utilité. Parce que sur place, je veux dire, quand je suis là-bas, je n'ai pas de compétences techniques, je ne dirige pas l'équipe de course. Dans ces conditions, je suis spectateur. Alors spectateur avec, au fond, en même temps, cette angoisse de dire est-ce que,
Quand on a décidé il y a 1 an de prendre X ou Y comme pilote, d'investir dans tel moteur, de choisir tel dirigeant, est-ce qu'au fond on a eu raison et que 16 fois par an on va au résultat? Le plus grand risque, c'est le pilote qui le prend. Alain Prost intitule sa biographie « Maître de mon destin », comme pour indiquer que sa vie a été une sorte de recherche de la maîtrise de la peur et du danger extrême, comme un vertige qui l'attirerait, comme pour faire oublier que la mort et la paralysie sont les murs du couloir invisible dans lequel se ruent les voitures. Plus vous êtes raisonnable, parce que c'est quand même, il y a une part de raison là-dedans, plus vous êtes raisonnable et vous cultivez ce raisonnable. Et donc, et plus vous prenez des risques, et plus vous cultivez ce sens du risque. C'est-à-dire que, par exemple, prenez l'exemple plus physique de quelqu'un, un pilote sur la piste qui est très spectaculaire. On dit très spectaculaire parce qu'il prend des risques, il est très souvent en travers, il bloque les roues, etc. Il aura plus de facilité, lui, à se sortir par contre d'un mauvais pas. Parce qu'il a une habitude. Il crée son habitude. Celui qui conduit le plus propre possible, le plus fin possible, c'est vrai qu'il a quand même aussi plus de chances de se louper dans des situations extrêmes. Je savais vers les 2, 3, 4 années avant mon accident que le moment arrivera sûrement. Oh oui, sûr, c'était inévitable que j'aurais un grand accident parce que c'était impossible de continuer comme ça. Chaque soir, j'ai quitté le bureau à 8h30 du soir et j'ai presque toujours tenté de faire un nouveau record pour arriver chez moi. C'est stupidement. J'étais très narcissiste, je crois, seulement. Et je faisais beaucoup de footing pour me tenir en forme, mais aussi parce que j'aimais beaucoup la compétition. J'étais en mars au circuit Paul Ricard. Je suis malheureusement parti un peu tard du circuit pour prendre le dernier vol de Nice. Je conduisais à la limite dans les petits virages voisins au circuit. Et j'ai perdu le contrôle. La voiture est sortie de la route, je ne sais pas le mot, capotato en italien, plusieurs fois. Et la première fois que ça a atterri sur le toit, j'ai fait un grand douleur, j'ai senti une douleur dans le cou. Et je rappelle bien, je me suis dit, merde, en turning over ne me fait jamais du mal comme ça parce que j'ai fait ça au moins une demi-douzaine de fois dans ma vie. Mais quand j'ai tenté de démonter la ceinture, je ne pouvais pas le faire. La vie a changé, mais pas beaucoup. Oui, mais pas à cause de l'accident, seulement parce que je suis 8 années plus vieux. Vous êtes sûr? Non, je crois, oui. Oui. Mais finalement, elle est un peu le contraire de ce que vous étiez. Vous étiez très mobile, vous couriez, vous bougiez, et vous êtes malheureusement obligé. Oui, mais je n'ai pas réfléchi beaucoup sur ces faits. Je mène la vie comme je puis. Et la vie n'a pas changé dans le contexte que je fais seulement la Formule 1. Et je pense que de ça. Depuis 20 ans, Frank Williams personnifie au plus haut point la psychologie de la F1. Il s'est ruiné plusieurs fois, il a rebondi plusieurs fois, il s'est blessé. Il est au plus proche des obsessions des pilotes. Les très grands pilotes, type Senna, Prost ou Mansell, sont quand même des gens tout à fait hors du commun. Vous ne pouvez pas avoir avec eux une relation comme celle qui existe habituellement entre un patron et un de ses salariés. Il faut, je crois, avoir avec eux une relation suivie,
affective, et en faisant... il faut faire très attention à eux. Je crois que c'est quelque part cette espèce de fascination qu'ils ont pour la victoire, pour la vitesse, qui parfois tourne à la monomanie, il faut bien le dire, fait d'eux déjà un peu à part. Ils pensent qu'à ça. Et des courses, des courses, des courses. C'était obsessionnel. Parce que quand ça ne va pas, ils se remettent en cause d'une manière forte. D'où ces caractères très difficiles de ces gens. Parce qu'ils ne peuvent pas l'accepter de ne pas gagner. Ils ne peuvent pas. Vous savez, je crois que les sportifs, ont besoin de gagner. Les pilotes de voitures de course sont des hommes qui sont égocentristes, extrêmement égocentristes. Ça ne peut pas être autrement. Il leur faut tout. Quand ils en ont besoin, et en échange de cela, ils vous donnent tout. Et effectivement, c'est une façon de, par rapport à leur comportement, à leur entourage, les gens qui sont proches d'eux, c'est une façon de les culpabiliser. Ça, c'est à peu près certain. Parce que tous vous disent après, j'aime ceux qui m'entourent, mais dans leur comportement, tout laisse penser que c'est pas ça du tout, puisqu'ils ont besoin effectivement d'éliminer. Et tout ce qui les entoure est pour eux. Oui. Et le reste, ils l'éliminent. Je ne dis pas physiquement. Hein? J'ai jamais cherché à être spécialement le mieux payé, comme l'a été Ayrton à un moment. Lui, c'était non seulement sa motivation, c'était de me battre, mais même sur le plan du salaire, de vouloir me battre, c'est une chose normale, de vouloir à chaque fois ce que j'avais, d'une manière ou d'une autre, que ce soit mon homme d'affaires qui m'a appris, que ce soit ma voiture, qu'il voulait absolument avoir, et puis être le pilote de toute façon le mieux payé, ça rentrait dans une philosophie qui était celle de détruire tout le monde, hein, et d'être là. Et c'est pas du tout ridicule. Je trouve que avec le recul, j'aurais pu faire la même chose. Ce qu'évoque Alain Prost, c'est la course à la suprématie mentale, qui se joue non seulement dans les voitures, mais dans les contrats, dans la gloire. Une course à 2 ou 3 pilotes au monde, entre 2-3 grandes marques ou écuries, une course avec ses grandes règles meurtrières, celle des contrats faramineux, celle de la popularité. Une course qui ne se joue pas s'il n'y a pas de cible. Prost était la cible de Senna, et Senna, celle de Prost, leur amour, passion réciproque, se jouant sur les tréteaux mondiaux. De toute façon, lui, il ne pouvait pas partir. Il ne pouvait pas partir. Son but, sa motivation, quand il est arrivé chez McLaren, il est venu chez McLaren parce qu'il voulait me taper. Et c'est une bonne guerre. Moi, quand je suis allé avec Loda chez McLaren la première année, c'était quand même pour le taper. Et c'est vrai qu'il avait des réactions un peu bizarres, notamment devant les médias. Mais quand on s'appelait, quand on se voyait, qu'on se parlait, il était complètement différent. C'était un autre homme. Et c'est sûr que lui, sa vraie motivation, c'était que je sois là. C'était que je sois là. C'était incroyable parce que moi, je ne pensais pas vraiment au départ. Et il le disait ouvertement. Il me le disait ouvertement. Il m'a dit plusieurs fois au téléphone, sur place, donc, qu'il s'ennuyait et que le seul qui pouvait lui donner la réplique, dans certains cas, c'était Mansell, mais que je sais que personnellement, il n'aimait pas se battre, Mansell. Parce que Mansell était capable de faire des choses extraordinaires sur la piste, peut-être même plus que Senna, sur le plan, par exemple, une prise de risque instantanée. Il est capable de le faire. Et ça c'est dans le jeu de Senna quand même, malgré tout. Et Senna, il n'aimait pas tellement.
Pendant 50 minutes, il a défendu sa position, essayé d'expliquer qu'il voulait absolument rejoindre notre écurie. Et bon, il se trouve que pour des tas de raisons, c'était impensable pour cette année-là. Et ben, j'ai quand même eu beaucoup de peine à lui répondre, parce qu'il continuait à reprendre un argument après l'autre. Il n'écoutait pas mes arguments. Ce qui l'intéressait, c'était que j'écoute les siens. Et d'essayer à tout prix de me convaincre. Ce qu'Ayrton Senna essayait de gagner, c'était la machine la meilleure. La machine qui lui aurait confirmé qu'il dominait les extrêmes de la mécanique, de la fortune et de la gloire, et ce plaisir si dangereux et si mal défini du pilotage. Le hors-limite, l'extrême, ces mots si souvent employés dans les milieux de la course, sont la zone d'attirance, la zone de prestige, de vertige, de danger. Zone chaotique que les pilotes essayent de dominer, comme tant de héros depuis la nuit des temps, comme tant de petits dieux de la mythologie des foules. C'est peut-être parce qu'ils jouent dans les extrêmes que les pilotes sont si souvent croyants. Une Formule 1, c'est quand même un engin de l'extrême, et qui, au niveau physique, peut procurer à un homme des impressions par le biais des accélérations absolument extraordinaires. Et vous imaginez, c'est physique tout cela. Et amener un engin de ce genre à ses limites physiques, mais amené par l'homme, par le pilote, ça vous apporte forcément quelque chose d'assez extraordinaire. Et je crois que c'est cet apport de l'engin et cette combinaison de l'homme dans sa machine qui le porte à faire ce qu'il a envie de faire. Les synonymes de ces plaisirs extrêmes qu'apporte la F1 n'en restent pas moins le danger, la blessure ou la mort, la recherche passionnée de la gloire et de la fortune. Autant d'ingrédients qui peuvent pousser à la croyance, comme pour se déculpabiliser de jouer à de tels jeux meurtriers. Il y avait une dimension très métaphysique, là. Clairement, son vocabulaire même était un vocabulaire assez souvent métaphysique. Il a expliqué qu'au fond, à Monaco, une fois dans sa vie, il était sorti de lui-même. Qu'aux essais à Monaco, il avait battu tour après tour le record des tours, 5 ou 6 fois, je crois, de suite. Et qu'à un moment, il avait freiné, parce qu'il avait soudainement réalisé qu'il était en train de pousser la voiture très au-delà de ses capacités de pilote, parce qu'il le raconte dans cette interview, au fond, il était sorti de son enveloppe physique et il planait au-dessus. Alors là, c'était très intéressant, parce que c'est au fond, je crois que c'est ce qui fascinait Senna comme pilote, c'était bien entendu de gagner, et je crois que c'était aussi et surtout peut-être d'aller au-delà de la vie normale, hein, d'essayer d'aller au-delà des sensations que ressent un individu normal. Très croyant, très croyant. Catholique, protestant? Catholique. Mais en ce qui concerne la course automobile, il m'est arrivé certainement dans une prière de demander à Dieu de me protéger. Mais j'aurais jamais pu, personnellement, je pourrais jamais dire, après un choc contre un mur, ou en tout cas je pourrais jamais penser que je puisse être protégé justement directement. Je peux pas penser ça, parce que justement j'ai une forme de croyance qui fait que à la limite j'ai l'impression qu'il peut m'appeler quand il veut, quoi. Je considère même aujourd'hui un catholique, mais pas un bon catholique. Donc, en fait, pas un bon catholique, vous avez dit? Pas un bon catholique, seulement quand c'est nécessaire. Ça veut dire quoi? Quand je me trouve en grande difficulté et je dois, je ne sais pas, what is the word for prayers? On va prier. Oui. Quand je dois prier, puis je prie. Récemment, vous avez prié? Non, pas de prier, un peu de temps. Quand les voitures marchent bien, des fois, je prie. Alain Prost chemine depuis longtemps près de la mort, depuis son enfance, avec ce malheur qui s'abattit sur sa famille, la maladie mortelle de son frère aîné. À écouter sa peine et ses remords, il y a peut-être quelques ébauches d'explications de sa future carrière.
Un pilote n'existe pas sans agressivité, ni désir d'évasion, ni désir de s'échapper dans les ailleurs prodigieux qu'apporte la proximité du danger et la gloire. Sa dure enfance l'a peut-être formé à cette violence, induit à ces sortes d'évasions. Un frère qui est décédé depuis, à l'âge de 33 ans, d'un cancer, mais qui a toujours été malheureusement malade. Il a toujours eu des problèmes de santé, notamment une tumeur au cerveau très très jeune, donc ça l'a toujours handicapé physiquement. Mais la disparition était presque, presque une délivrance, parce que il a eu ça, puis en plus après donc il a eu le cancer, et là c'était impossible. Il avait un an et demi, 2 ans plus que moi. C'était pas très facile. Ça c'est quelque chose qui m'a frappé, qui m'a conditionné, je dirais un petit peu. Mais comment? Parce que d'une certaine manière, on est obligé de se mettre un petit peu à part en sentant qu'il y a des choses plus importantes. Et lui le vivait très mal, quoi. Il se sentait très, très diminué, il se sentait marginal parce que il ne pouvait pas faire la même chose, c'est sûr. C'est lui qui a commencé à faire du karting. C'est lui qui était motivé par la course automobile et c'est lui qui m'a entraîné un petit peu là-dedans. Et au moment où il aurait pu peut-être le faire, peut-être même aussi brillamment, peut-être plus brillamment que moi, parce qu'il était très doué, ben il ne pouvait plus le faire. Il ne pouvait plus le faire et c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est presque une transposition, mais bon, c'était pas du tout ni volontaire ni réfléchi. J'avais du mal à en parler avec lui parce que je sentais même si je ne le sentais pas vraiment, mais j'avais peur qu'il y ait une certaine jalousie, quoi. Donc, mais pas jalousie malsaine, hein, c'est une certaine... non, j'étais gêné parce que je sais très bien qu'il aurait voulu le faire lui aussi. Et que Vos parents. eux, c'était presque pire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils me faisaient remarquer la chance que j'avais par rapport à lui, justement, qui n'a pas pu le faire. Ça me culpabilisait presque. Tout comme Prost, Frank Williams a puisé dans son passé les ingrédients qui le maintiennent, avec ses qualités et ses défauts, dans ces milieux à haut risque. Frank, enfant abandonné par son père, qui fut pilote de bombardier. Je sais qu'il a eu un crash fatal dans le désert d'Afrique du Nord. Il a perdu 2 de son équipage de 5, mais il a bien survécu l'affaire. Je ne sais pas beaucoup de choses de lui, mais après la guerre, il a quitté le service et entré dans le monde commercial au nord d'Angleterre. Mais je l'ai vu très rarement, 2-3 fois quand je suis été à l'école et 2-3 fois après. J'adore les avions militaires et aussi je suis fasciné par les marins et les soldats. Si je lis un livre, c'est de la guerre, c'est la guerre première mondiale, deuxième mondiale, ou les exploits de Wellington ou des anciens soldats. Je suis fasciné par tout ça et sans aucun doute, j'entrerai dans le monde militaire. Aucun doute. Ma mère était une teacher à l'école, c'était sa carrière. Et elle est devenue spécialiste pour les enfants retardés, maintenant retardés. Plusieurs étés, ma mère m'a amené en France pour une petite vacance. Elle adorait la France, ma mère. Et là, je suis devenu très vexé parce que j'ai remarqué que les automobiles français étaient nettement plus vite que les voitures anglaises. J'ai vu les Simca vedettes, des voitures comme ça, avec un manomètre de vitesse de 170. Et j'étais fou de rire, mais je me suis trompé parce que je ne comprenais pas qu'ils étaient en kilomètres. En Angleterre, le manomètre était comme maintenant en miles. C'était la naissance de mon sens de competition. Oui, ça, c'est vrai, ça. C'était important d'avoir toujours la voiture plus vite dans la course. Et quand j'étais très jeune, pour moi,
je regardais toutes les voitures sur la route. J'étais fou pour voyager, pour me trouver dans des voitures. Je sais pas. Non, je sais pas, je me rappelle pas. J'ai pas vraiment de souvenirs, je dirais avant l'âge de 8 ans, j'ai commencé à faire du sport. C'est marrant, le sport m'a m'a tellement intéressé dès le départ que j'ai l'impression de ne pas avoir de souvenirs avant. En tout cas, pas de cette manière-là, quoi. Je dirais psychiquement. Pas d'autres souvenirs que le sport dans la petite enfance, ce sport qui a toujours été l'évasion pour Alain Prost. Dans ce qu'il évoque du petit Prost, on aperçoit déjà la grande concentration, ce côté plus sérieux que d'autres qu'il conservera toujours. En tout cas, vous dites qu'il y a une prise de conscience de la vie beaucoup plus lourde que beaucoup d'autres avec votre frère. Ah oui, oui, c'est sûr. Oui. Non, puis ça Ça, fait... c'est un réalisme. Ah oui, non, ça c'est sûr. Non, mais c'est ça, bon, une partie de sport, en même temps, bon, la maladie de mon frère, et le fait que, après, je sais pas, j'ai l'impression de gérer les problèmes d'une manière très différente, et en étant beaucoup plus concentré sur les problèmes. Donc plus sérieux. Oui, voilà, plus sérieux rapidement. Souvent, on vous dit, tiens, ça peut être un enfant, ou ça peut être un adolescent, on dit, tiens, il est mûr. Ça, je pense que c'est vrai que j'étais mûr peut-être avant l'âge. Hein. Lorsqu'Alain Prost s'essaye pour la première fois au sport automobile, il rencontre la liberté. Il rencontre également la maîtrise et le plaisir en solitaire par rapport au football. Le plaisir initialement dévolu à son frère. Moi, je jouais beaucoup au football, parce que j'étais à l'école de football à l'âge de 8 ans. Donc, je jouais régulièrement au foot. Et quand je suis monté la première fois dans un kart, j'avais un bras cassé. J'avais un poignet cassé. Non, je conduisais avec les doigts comme ça. Puis, mais je sais pas, j'avais une sensation de complètement différente. Peut-être la chose la plus importante, c'est que par rapport au foot, par rapport à l'autre sport que je connaissais, là, on se bagarrait l'un contre l'autre directement. Il y avait une sorte de... Il y avait la notion de vitesse, donc la sensation de... et une grande sensation de liberté en même temps. On a l'impression moi j'avais vraiment l'impression, et c'est toujours l'impression que j'ai eue au volant de ma voiture, c'est qu'en réalité je suis le maître. C'est-à-dire que c'est moi qui contrôle. Si je fais une connerie, je fais une connerie, mais c'est moi qui contrôle. Dans ce qu'il évoque de lui-même, il y a aussi la permanence de la douleur. Une douleur qui serait nécessaire à la maîtrise. Se faire mal, avoir mal pour se sortir, pour s'affiner, pour maîtriser son destin. Bon, là, en ce moment, je fais du vélo. J'ai accès vélo complètement. Et bien, quand je fais du vélo, j'ai vraiment l'impression d'avoir les mêmes symptômes et le même plaisir dans un registre complètement différent, parce qu'il n'y a absolument personne qui me voit. Mais quand si je suis motivé pour faire quelque chose et que j'y arrive et que ça se passe bien, etc., j'ai un plaisir intense. Et en plus, c'est un plaisir physique. Il faut toujours qu'il y ait déjà un plaisir très physique. Il faut qu'il y ait un plaisir physique en même temps, même si on se fait mal. Et il faut se faire mal un peu de temps en temps. Enfin, souvent d'ailleurs, je dirais au début, quand un pilote se fait jamais mal, même si c'est un petit bobo, il a l'impression qu'il ne peut jamais se faire mal, même en tapant très fort. Bien sûr, la douleur n'est pas qu'une alliée pour Alain Prost, qui garde quelques séquelles parfois douloureuses de divers accidents. Lorsqu'elle ne participe pas à sa liberté, la douleur l'empêche de maîtriser les éléments qu'il voudrait dominer. Elle annonce même la paralysie, cette paralysie pire que la mort. La douleur elle-même, c'est pas un gros problème. Ah non. Non, c'est pas un gros problème. C'est le fait d'être handicapé pendant un certain laps de temps, qui est très gênant. Donc le fait, ça c'est quand même un point crucial dans mon caractère. C'est-à-dire que moi je n'accepte pas d'être handicapé. C'est-à-dire que quand j'ai un rhume ou un truc comme ça, que je devais faire du sport, je vais faire comme ça, j'en suis malade.
Je suis malade. Et j'ai un problème physique, j'ai un problème de genou en ce moment, une tendinite. Je ne pense qu'à ça toute la journée. Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont en chaise roulante après un accident de voiture? Ben ça, c'est là, ce problème physique dont je vous parle, qui est bénin, eh bien, ça aussi, ça fait partie un peu de, quand je disais les risques, parce qu'on parle toujours de la mort. Hein, mais la mort, c'est une chose. Certains diront c'est mieux que d'être handicapé, ou d'autres diront, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose de pire d'être handicapé. En ayant connu tout ça, en ayant une vie très très active. Ce n'est pas très amusant, disons. Et je manque surtout la liberté de faire ce que je veux, d'aller où je veux, quand je veux. C'est normal, mais un être humain, j'ai réalisé un grand sentiment de survivre. Et je ne regarde pas en arrière. Je sais que j'ai des difficultés, mais je les évite. Je ferme le cerveau à mes défauts. Lorsque le choc d'une mort se produit dans une équipe, c'est le moment où se cristallise le mythe. Ayrton Senna, c'est la seconde grande mort de l'histoire personnelle de Frank Williams, après celle de Pierce Courage dans les années 80. Entre la mort de Pierce Courage et celle de Senna, un monde nouveau avait surgi, celui de la télévision. Un monde qui a transfiguré la Formule 1 et son impact sur les peuples. Pierce était très ami, Ayrton un peu moins, mais Ayrton appartenait au monde, il appartenait à beaucoup de personnes. Malheureusement, il est mort devant les caméras de télévision, millions. C'était peut-être le mort le plus visible jamais ou depuis très longtemps. Mais c'est un sport dangereux, beaucoup moins dangereux que beaucoup des autres sports. La différence, c'est que grâce à la télévision, notre Dieu, les morts sont beaucoup plus fameux. Gardez un souvenir de lui, je ne dis pas en prémonitoire, mais qui avait quelque chose d'un peu inquiétant dans la vie. C'est, il a vécu en direct, derrière nous, derrière moi, l'accident de Ratzenberger, quand il s'est tué. En direct. C'est vrai que maintenant, c'est la mort en direct. Et je l'ai vu vivre ces moments comme, je crois, pas un spectateur, mais un homme extrêmement concerné. C'est-à-dire, il a été touché le plus profond de lui. Il devait monter dans la voiture. Je l'ai vu pâlir, je l'ai vu changer de visage. Et je l'ai vu véritablement plus en état de monter dans la voiture. Vous savez, vous le sentez, quand vous vivez proche des hommes comme ça, qui sont importants et qui marchent par le mental, il ne faut pas oublier, vous les surveillez. Vous êtes aux aguets de réaction, parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir comment ils vont se comporter, avec risque ou sans risque, avec le niveau de performance requis, ou au contraire en dedans. Donc vous les suivez, vous essayez de les sentir, vous êtes très près d'eux. Et les moindres réactions, vous les percevez au plus profond de vous. Comme je l'ai fait avec d'autres pilotes, il était tout près de moi, c'était facile pour moi de le voir. Et il a changé complètement. Il n'est plus capable de monter dans la voiture. Et puis il a renoncé à monter dans la voiture. Et il a bien fait, si vous voulez. Parce que là, il était véritablement en danger. Je l'ai vu le soir, après il a dîné avec ses amis brésiliens, il est venu à ma chambre. Vers 10 heures, on a bavardé vraiment pour 40 minutes du week-end, de la Formule 1, de la course de main, des avions, des choses comme ça, oui. Et c'était un homme vraiment assez relaxé. Le dîner avec ses amis brésiliens l'avait aidé beaucoup. Avant qu'il est parti du circuit, disons 7 heures, il était un peu tense. Hein?
Mais après le dîner, il était OK, pas de problème. Et le matin après, le matin de la course, je l'ai vu, j'ai travaillé un petit peu avec, je l'ai écouté dans le debriefing après le warm-up. OK, tout en ordre, tout propre. There are things I believe should never be told. Ayrton avait fait 10 années de Formule 1. Il est devenu aussi 3 fois champion du monde. Donc c'était très très longtemps, de mon opinion, d'être au sommet. Mais je crois qu'il réalisait que Schumacher le poussait, que les jours de son royaume commençaient à changer et la vie sera plus dure. C'est vrai, mon départ, le fait qu'il se sente seul, peut-être un peu moins motivé, la voiture qui marche moins bien. Une voiture, quand même, une écurie dans laquelle il voulait absolument aller. De toute façon, il était vraiment. Donc c'est vrai que le fait, en plus, quand il vient là, qu'il voit que c'est peut-être pas aussi bien que ce qu'il pensait, en tout cas pour l'instant, c'est un peu. Pas démoralisant, mais il était un peu décontenancé. Le fait que Schumacher arrive, et en plus, bon, c'était pas du tout des copains, loin de là. Donc il prend la place, un peu sa place, c'est dans le début de saison. Donc je pense que cette analyse est juste, mais de là à dire que ça a pu avoir une influence sur l'accident, ça je dis le contraire pour 2 raisons. D'abord, la première, c'est que je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur la voiture. Je suis persuadé, c'est pas une faute de pilotage. Donc, et la deuxième chose, c'est que même si vous êtes relativement perturbé par ce qu'on vient de dire, une fois que vous êtes dans la voiture, en tête d'une course comme il l'était, se bagarrant pour le titre de champion du monde et en étant quand même mal placé, puisqu'il était... on fait pas ça. On fait pas ce genre de... Ça n'arrive pas. Je veux dire, le côté émotif, vous l'avez avant, éventuellement quand vous êtes dans la voiture au départ, etc. Mais une fois dedans, une fois lancé, au bout de 6 tours, même s'il y a eu le pescar, etc., c'est une concentration totale, surtout pour quelqu'un comme lui qui était hyper concentré. Donc ça, je pense que c'est pas... Donc, je ne peux pas imaginer, je suis sûr de ce que je vous dis, aucun pilote ne pense à la mort. Parce qu'à partir du moment où il commence à penser à la mort, il est mort. Il est mort dans la mesure où il n'est plus compétitif, où il est mort parce que véritablement, l'accident survient. Parce qu'il n'est plus dans une condition psychique qui lui permet de dominer la machine. Et la peur, elle n'est pas là. La peur, elle est très souvent rétrospective. La peur est très souvent rétrospective. Ou avant, ou après. Elle n'est pas vraiment pendant. Elle n'est pas vraiment pendant. C'est la peur elle-même. Hein. La peur, le mot peur est pour moi très très important. Parce que la peur, c'est justement quelque chose qui vous prend, qui peut vous paralyser, qui peut vous troubler. Ce que vous avez pendant, par exemple, une course sous la pluie où vous roulez à 300 à l'heure, c'est un problème de prise de risque, c'est-à-dire c'est une concentration extrême qui fait que vous n'allez pas prendre les risques que vous pourriez prendre. Et certains pourraient dire qu'il a peur, ça c'est pas ça. Enfin, pour moi c'est pas ça. Alors pour moi sous la pluie, j'ai fait des courses sous la pluie superbes, notamment quand il pleuvait pas beaucoup. Il y a des moments quand il pleut beaucoup et que je vois que le risque est multiplié par 10 ou par 100, tac, alors là, je conduis vraiment en fonction des conditions, mais j'ai pas peur. J'ai pas peur. Par contre, avant la course, avant de prendre le départ, quand il y a 5 d'eau sur la piste, là j'ai des flashs. Là j'ai des flashs. Je me dis putain, là il peut y avoir l'aquaplaning, il peut y avoir ça. Là, oui, c'est des flashs. Il n'y a rien qui se construit dans la tête. Parce que c'est quand ça se construit que c'est très, très dangereux, que c'est très, très grave. Enfin, je dirais pour déjà, à la base, moi je pense vraiment, sans me tromper beaucoup, que tout le monde, tous les pilotes, je parle, pensent à un moment ou à un autre à l'accident. Mais ce que je veux dire, c'est que
Si on commence à se construire une histoire, ça c'est fini, c'est sûr. Dans la course, il y a un miroir permanent pour les pilotes, le public. Mais ce public ne regarde-t-il pas un autre miroir, c'est-à-dire les pilotes eux-mêmes qui font ce que les spectateurs n'osent pas faire, ces jeux de violence? Moi, j'ai l'impression que là, les gens ont joué avec la mort autour de lui. Et quand il est mort, il y a eu une prise de conscience de ces jeux mentaux. Oui, c'est ça. Et là qu'on retrouve un peu la mythologie. Oui. Mais c'est ça, c'est en réalité ce que je voulais dire. Les gens prennent conscience que, en réalité, ils jouent par personne interposée, mais que c'est eux et que il faut peut-être aussi ou revenir un peu en arrière pour un moment, parce que peut-être dès qu'on ne met pas dans le vide, on se dit tiens, bon, mais on aime bien pousser les autres quand même. Mais on aime bien voir les gens, les autres qui y vont. C'était ça le souffle de ça. Ouais. Ouais, mais c'est sûr, c'est pour ça que c'était aussi grandiose d'un certain côté. J'ai eu beaucoup de mal, hein, parce que ça, j'ai pensé pouvoir réagir dans les 48 heures, disons, dans le fond, l'accident tombe son horreur, mais on l'oubliera, mais ça a duré 15 jours, facilement, même au-delà. Je crois que ça a duré au minimum 15 jours, pendant lesquels, véritablement, je n'ai pas pu m'en sortir. C'est-à-dire, pendant 15 jours, je me suis reposé la même question, j'ai eu véritablement l'impression d'être sans ressources. Sans ressources. Oui, quelque chose avait cassé, si vous voulez, un ressort. Qu'est-ce que c'est qu'un ressort qui est cassé? Quand vous vous sentez véritablement incapable de réagir face aux événements, mais les autres événements à l'extérieur. Un exemple. Ben, vous perdez toute motivation à simplement vivre normalement. Vous oubliez les heures, vous oubliez de rentrer chez vous, vous oubliez de vous nourrir, vous oubliez les choses les plus élémentaires qui font la vie de tous les jours, si vous voulez. Et j'avais m'étais posé souvent la question de savoir qu'est-ce que je ferais, moi, personnellement, le jour où dans mon équipe, on tuerait un homme, parce que c'est ça, finalement. Vous donnez à un homme les moyens de se tuer. Et vous savez, les réponses à ces questions, elles sont un peu fonction du moment où vous les posez, elles n'ont jamais les mêmes réponses. Et pour moi, c'était assez vague. Mais là, c'était extrêmement précis. Et la première réaction que j'ai pu avoir sur le moment, c'est d'arrêter. Vous ne pouvez pas continuer à faire un métier de ce genre où vous envoyez les hommes se tuer. Et là, c'était Sénat. Donc, un homme censé ne jamais mourir, en plus. Et là, vous réalisez tout d'un coup que c'est du domaine du possible. Et c'est à vous que ça arrive, ça vous tombe dessus, comme ça, alors vous ne l'attendiez pas. Quelque chose brutalement casse en vous. Mais la réalité, l'arrêt apparaît dans toute son horreur. Une voiture n'est jamais prête en début de saison. À l'instar de celle que Senna pilotait, elle est l'objet de multiples mises au point de la part des ingénieurs. Mais le pilote, lui, se confronte au danger direct. La base était peut-être pas très très bonne au début, et bon, tout Sénat qu'il est, c'est difficile quand même. Qu'il aime. Je dis toujours qu'il aime. Il est mal. Ouais. Vous l'aimez beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. Parce que ça fait partie d'un. Quand on peut détester par moments, et c'est certainement peut-être une part d'amour et de respect. Et j'avais un respect pour lui et une certaine. Je crois qu'on avait une affinité qu'on reconnaissait tous les deux, mais qui était pratiquement inacceptable dans le milieu médiatique et aussi dur qu'est la course automobile. Et en étant très 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 différents l'un de l'autre. Très 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 différents. Et qu'est-ce que ça aurait été si on avait été même un peu plus proches. Mais bon, c'était, je pense, des années fantastiques pour le sport automobile, très très dur à vivre pour nous de toute façon, on l'a très mal vécu, il ne faut pas se faire d'illusions, aussi bien lui que moi. Hein.
Quand il y a eu l'épisode Senna-Prost et un peu la guerre qu'on a vraiment construite, là, quand même, il ne faut pas exagérer, parce que il y a eu une guerre sportive, mais la guerre après qui est devenue médiatique, etc., on l'a construite complètement artificiellement, enfin, ou en tout cas entretenue. Il y a des sponsors, pour ne pas le nommer, qui a vraiment tout fait pour qu'il y ait cette guerre, une guerre entre deux personnes, entre deux hommes, entre deux dieux presque, enfin, si on peut s'exprimer ainsi, et ça a touché 40-50% des gens. Et la difficulté pour nous, c'est qu'on aurait pu vivre ce problème, cette bataille, uniquement sur les circuits, uniquement dans certains trucs un peu médiatisés. Mais on l'a vécu tous les jours. On l'a vécu tous les jours. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas des lettres qui arrivaient ici, sans parler de la lutte Senna-Prost. Pas un. Et il n'y a pas une famille d'amis ou pas d'amis qui n'ont pas eu un jour une discussion, si ce n'est une bagarre entre une lutte Senna-Prost. Ça a touché le monde extra-sportif et ça nous a conditionné notre vie privée. Quand je dis vie privée, c'est hors formule. C'est ça qui a été difficile. C'était très triste. C'était très triste et je dois dire que malheureusement sa mort a complètement nivelé le tout et que c'est devenu poétiquement beau, je dirais. C'est vrai, c'est devenu fantastique parce que j'ai jamais été aussi proche j'étais jamais aussi proche de lui qu'à la fin et encore plus maintenant, quoi. C'est un peu extraordinaire comme situation. It cost me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's